Voilà. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Guillaume, Alain. Je suis vraiment très content de pouvoir vous parler. J'espère que je vous apporterai quelque chose. Donc oui, je suis prof à l'école polytechnique, mais j'ai fait longtemps ma carrière à l'INRIA. Je suis à nouveau dans une équipe INRIA. Le titre, la part du calcul, je l'ai emprunté à notre collègue Gilles Dowec, qui est décédé cet été, qui sur la fin était un peu fâché avec moi, mais ça ne retire rien à ses grandes qualités scientifiques, et surtout c'était un pédagogue et un communicateur hors pair. Et c'est lui qui avait trouvé cette formule, je crois que c'était pour son habilitation à diriger des recherches sur cette question du calcul dans l'épreuve. Alors, de quoi je vais essayer de vous parler aujourd'hui et demain. Donc, deux preuves dans lesquelles il y a du calcul, des preuves qui sont formelles, qui sont formalisées, essentiellement en ROC. Donc, je vais essayer d'expliquer les principes. Michaela en a déjà parlé ce matin. Et puis, je vais prendre deux exemples qui sont des exemples assez concrets et où le premier, vous serez certainement beaucoup plus à l'aise que moi sur des preuves de primalité. Et puis le théorème des quatre couleurs, c'est Alain qui m'a dit que ça serait bien d'en parler et ça me fait plaisir, c'est toujours quelque chose d'attrayant. Le carré vert, là, ça veut dire qu'on rate quelque chose sur le Zoom ou... Le carré vert, normalement, représente ce que vous partagez. Ouais, je sais pas pourquoi j'arrive pas à partager plus. Bon, il vous dérange pas trop ? Hein, on va faire avec. Le théorème des quatre couleurs. Donc là, je vais essayer de voir pourquoi on a besoin de calcul dans cette preuve. C'est quelque chose qui est toujours assez amusant. Je pense que je m'arrêterai aujourd'hui au milieu des quatre couleurs. Et on reprendra demain pour la partie calculatoire. Et dans une dernière partie, je voudrais parler de quelque chose d'assez différent, qui est une nouvelle interface, quelque chose sur lequel je travaille, des idées pour une nouvelle interface pour construire des preuves en ROC, de manière qui est peut-être plus intuitive ou plus amusante. Et là, de ce point de vue-là, je suis curieux de voir ce que vous allez en penser, puisque vous êtes au contact vraiment de l'enseignement et des mathématiques. Alors, néanmoins, avant, je vais faire un petit peu de contexte sur les preuves formelles. Je vais essayer d'être rapide. Hein. En plus, on vous a déjà parlé de logique. Mais sur le rapport entre la logique, la déduction, le raisonnement mathématique et le calcul, il y a des choses qui remontent à assez loin. Je trouve que c'est amusant de le regarder. Benjamin ? Oui. Est-ce que tu pourrais juste faire en sorte que les deux cases en haut soient OK pour cette réunion est enregistrée et augmenter le volume? Si elles peuvent disparaître, ce sera mieux pour la vidéo enregistrée après. Voilà, et puis... Voilà, c'est mieux. Voilà, merci. Super, merci. Oui, j'y pensais pas. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, avant ça, je voulais faire un petit... c'est que j'ai que le mot anglais là qui me vient, disclaimer. On est dans un contexte où il y a... on parle beaucoup d'informatique et il y a un petit peu deux informatiques. Ah, je sais ce qui se passe. Que je reclique ici. Voilà. J'espère que là, ça va marcher. Il y a une informatique précise. Et là, c'est plutôt celle dans laquelle on ancre la question des preuves formelles. L'ordinateur, c'est d'abord une machine qui exécute des algorithmes et qui les exécute précisément. Si le programme est bon, l'ordinateur va le faire. Hein. C'est tout ce qui relève de quand on enseigne la programmation, l'algorithmique. Et dans cette partie-là, en gros, on essaie de comprendre ce qu'on veut faire, on écrit le programme et ensuite l'ordinateur donne le résultat et on le croit. On croit en tout cas que ce que nous affiche l'ordinateur, c'est le résultat de l'algorithme tel qu'on lui a donné. Et puis on a une autre informatique qui est moins précise. Hein. Donc en gros, je mets là-dedans le big data, l'IA et ces choses-là. Je ne suis pas du tout en train de faire un jugement de valeur entre les deux. Hein. Mais disons qu'on est dans... c'est un petit peu dans l'autre sens.
on fait tourner des algorithmes aussi, mais souvent sur des données qui sont tellement complexes qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et puis après, on arrange les choses jusqu'à ce que ça marche, qu'on soit raisonnablement satisfait du résultat. Hein. Ça peut être que le ChatGTP ou autre va nous parler de manière intelligible, ou ça veut être qu'on va vendre les produits qu'on veut vendre parce que la publicité ciblée fonctionne. Hein. Donc typiquement, ce n'est pas tellement que l'algorithme n'est pas compris, mais la plupart du temps, c'est parce qu'on est sur des données qui sont très très grandes et qu'on ne comprend pas. Hein. Ça peut être le big data, ça peut être les connexions entre les neurones artificiels pour de l'IA. Donc les deux informatiques se complètent, hein, et les deux sont intéressantes pour ce qui nous intéresse, mais quelque part, le truc principal, nous ici, on va utiliser l'ordinateur de manière précise, comme une machine, un bureaucrate sans âme, un petit peu. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour les mathématiques. Donc ça, c'est le petit transparent que j'utilise en général quand je vais expliquer ce que je fais. Hein. Comme l'a dit Michaela, hein, c'est vraiment un exemple qui remonte à Aristote. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. On sait tous qu'il est mort depuis longtemps. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette phrase, hein, c'est le petit bout de déduction, c'est le donc. Ça n'a rien à voir avec qui est Socrate, qu'est-ce que c'est qu'un homme, c'est juste la syntaxe des hypothèses, on comprend bien, qui nous permet d'arriver à cette déduction. Hein, donc on a utilisé une règle syntaxique parfaitement précise. Le point de vue de la logique mathématique, l'idée de la logique mathématique, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui caractérise les mathématiques, voire qui définit les mathématiques. Hein. C'est qu'une preuve mathématique correcte, elle peut être détaillée jusqu'à devenir un enchaînement comme ça de règles syntaxiques. Hein. Donc on a ces règles qui sont les briques du raisonnement mathématique. Donc cette idée, elle remonte à loin. Hein. On en garde ce truc, cette sensation qu'on a en cours de maths, en maths, la vérité, elle est mieux définie qu'ailleurs, si on veut, plus objectivement qu'ailleurs. Mais bon, c'était quelque chose qui était un petit peu là, mais sans plus. Également, comme l'a dit Michaela, ça a commencé à changer au XIXe siècle, où là, il y a eu la tentative de fabriquer vraiment des formalistes, faire des ensembles de ces règles syntaxiques, de ces règles du jeu mathématique, et de manière complète, quelque chose qui permet de fonder pas juste la géométrie euclidienne ou l'algèbre, mais vraiment toutes les mathématiques. Donc l'un parmi les grands penseurs, hein, Russell, Cantor, Zermelo, Fraenkel, etc., Frege, donc je le mentionne. Donc il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus. L'introduction du livre de Frege, la Begriffsschrift, c'est assez étonnant à lire. Il y a des bouts qui sont très très modernes, avec des standards de vérification formels qui ressemblent presque à ce qu'on fait dans l'industrie aujourd'hui. Et puis d'autres idées qui nous apparaissent beaucoup plus naïves, assez idéalistes, c'est-à-dire le fait que la vérité existe, qu'une proposition mathématique, ça veut dire quelque chose, donc quelque part forcément elle est vraie ou pas. Hein. Aujourd'hui on est revenu de ça. Mais il n'empêche qu'il nous donne les outils pour ce qui nous intéresse ensuite. Alors, à l'époque, la logique, c'est une branche des mathématiques qui n'a pas vraiment d'application. C'est-à-dire les mathématiciens sont contents de savoir que leurs raisonnements sont formalisables en principe. Hein, mais personne ne le fait parce que détailler une preuve non triviale complètement, ça devient vite inintelligible et donc on risque de se tromper. Donc ça, c'est un vrai scan du livre de Frege, de son écriture mathématique. Alors je le mets, d'une part parce qu'on voit que, bon, c'est pas super intuitif, mais plus que ça, il y a quand même un truc, c'est que cette structure arborescente. Alors pour un informaticien, ça parle. Bah oui, parce que les arbres, on en a dans les ordinateurs. Hein. Et de fait, les choses changent quand l'ordinateur arrive. Hein, donc ça va assez vite. Hein. Les premiers ordinateurs, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 60, il y en a dans les universités, et donc Nick de Bruijn, hein, moi aussi j'ai eu la chance de le rencontrer, a été le premier à fabriquer ce qu'on appelle un système de preuves, donc un logiciel où les preuves formelles sont effectivement construites, hein, ces arbres syntaxiques, ils existent dans la machine et ils sont vérifiés. Donc on fabrique vraiment les preuves formelles.
Le système automate, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire là-dessus, mais une chose qui est remarquable, c'est que l'architecture de ce système, elle reste toujours intéressante. Les idées sont en grande partie encore relevantes pour les systèmes modernes, en particulier parce qu'il a bien identifié le fait que, alors peut-être qu'il ne le formalisait pas, si, il le disait vraiment comme ça, que la partie du logiciel qui vérifie la preuve, donc quelque part qui est réexécutée au moment du QED, c'est ça la partie critique. C'est ça dont on a, qui apporte vraiment quelque chose, parce que au début, je pense que les motivations, c'était parce que de voir si on pouvait le faire, quoi. Hein, c'est comme celui qui veut monter sur la montagne parce qu'elle est là. Mais assez vite, on a vu qu'il y avait quand même un intérêt pratique, hein, puisque le fait de demander à l'ordinateur de vérifier une preuve formelle de manière bureaucratique, sans âme, sans se laisser discuter sur des questions de rédaction, ces choses-là, ça fait que là, on est vraiment sûr que la preuve est correcte. Et la certitude, il y a des cas où c'est pratiquement important, essentiellement pour prouver la correction de logiciel, soit le logiciel qui tourne, soit les protocoles, les versions plus abstraites du logiciel. Donc c'est quelque chose qui est important. À partir du moment où, là, le bas du transparent, et je voulais l'afficher plus tard. À partir une remarque, c'est qu'un système de preuve, il va implémenter un certain ensemble de règles logiques. Hein, et avant ça, même un langage. Donc c'est ce qu'on appelle un formalisme, le langage et les règles. Et dans le langage, il y a un petit peu trois niveaux. Il y a le langage des objets mathématiques, de quoi on parle. En théorie des ensembles, tout est ensemble. En théorie des types, il y a des lambda termes typés. Ensuite, on a le langage des propositions mathématiques. Hein, quelque chose qu'on a déjà l'habitude de formaliser, c'est déjà préformalisé. Hein, dans ce que vous faites, vous écrivez des choses... Là, on est dans un langage formel, etc. Et puis ensuite, on a le langage des règles et des preuves mathématiques. Donc tout ça, c'est des choses qui sont définies dans le langage, dans le formalisme, et quelque part, un système de preuve, ça implémente un formalisme donné, un petit peu comme un environnement de programmation implémente un langage. Hein, Java, OCaml, Python, c'est des langages qui sont décrits sur le papier, puis après, il y a des implémentations pratiques. Et l'analogie, elle va plus loin, parce qu'à partir du moment où on fabrique réellement les preuves formelles, on va demander des nouvelles qualités au formalisme. Hein, la théorie des ensembles, c'est quelque chose qui est pas mal, parce que ça permet de tout faire, et on peut tout formaliser en théorie des ensembles. C'est pour ça que c'est un petit peu le langage universel des mathématiques informelles. Mais quand on construit vraiment la preuve, on voudrait que les preuves formelles elles-mêmes soient relativement concises, qu'elles soient relativement lisibles, relativement intuitives, enfin qu'on arrive à traduire assez vite nos idées dans ce langage formel. On veut aussi que ça puisse servir de base pour des algorithmes qui vont nous aider à automatiser des preuves. Hein, donc là, on passe dans l'informatique imprécise, éventuellement. Les IA peuvent nous aider à faire des preuves, mais on les fait vérifier par le bureaucrate. Donc la recherche dans les formalismes logiques, c'est quelque chose qui ressemble pas mal à la recherche dans les langages de programmation. Ça se recoupe pas mal. Alors ça va être intéressant pour la suite. Alors je vais faire une petite digression sur justement dans ces questions de formalisme, les liens entre calcul informatique et fondement des mathématiques. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut remonter à avant l'ordinateur. Hein. Donc on a, alors Turing, on le connaît, on sait que c'est quelque part le père de l'informatique, même si il a commencé à travailler avant que les premiers ordinateurs existent. Il y a beaucoup de choses à raconter sur Turing. Mais en 1936, il définit ce dont on a entendu parler, les machines de Turing, hein, qui sont une manière de définir ce que c'est qu'un algorithme. En 1936, donc c'est à Cambridge, chez lui. Mais il n'a pas encore fini sa thèse. Et en 1937, il part faire sa thèse aux États-Unis, à Princeton, et son directeur de thèse, c'est Alonzo Church, qui est un logicien.
Et Alonzo Church, il vient de définir, pour formaliser les mathématiques, pour aller vers une formalisation des mathématiques, un nouveau formalisme, le lambda calcul. Alors du coup, je reparle du lambda calcul. Alors je sais que quand on parle de lambda calcul à des gens qui ne sont pas habitués, c'est très facile de les perdre. Moi, je me souviens, il y a longtemps, j'étais étudiant ici. Un jour, il y a Jean-Louis Krivine qui nous a fait un exposé sur lambda calcul. Moi, j'étais enchanté, mais j'avais des camarades qui sont sortis en disant lambda, lambda, lambda. Ça ne va pas être très long, en tout cas. Néanmoins, au départ, on peut dire le lambda calcul, c'est quelque chose qui est c'est juste pour formaliser ce genre de choses. Hein. On a un langage, et on va prendre juste les trucs dont on a besoin. Des termes, les variables, dès qu'on a une variable, on peut le voir comme un terme. Si j'ai deux termes, je peux faire l'application de fonctions. Alors en lambda calcul, on met souvent les parenthèses comme ça. Donc si t et u sont des termes, alors t appliqué à u est un terme. Et puis donc on peut construire la fonction qui a x associe t. Hein, donc ce qu'on note comme ça de manière informelle, et qu'on écrit donc lambda x pointé. Alors j'ai regardé, on n'est pas sûr de l'origine du lambda, visiblement, il y a des différentes hypothèses. J'ai regardé depuis tout à l'heure. Hein. Donc c'est la fonction qui a x associe t. Mais on peut voir ça aussi comme l'expression t qui est paramétrée par x. Et donc on a cette opération qui paraît extrêmement intuitive et anodine, hein, qui est donc la bêta-réduction. Si j'applique u à la fonction qui a x associe t, on peut réécrire ça en t où je remplace x par u. Le remplacement, là je l'écris différemment de Michaela, parce qu'on ne s'est pas concerté, mais j'espère que ça ne sera pas trop grave. Et donc l'idée, et ça c'est important même pour le reste de l'exposé, c'est qu'en gros, quand on a deux termes qui sont identifiés par bêta-réduction, donc là c'est la clôture réflexive symétrique transitive, enfin quand je peux passer de l'un à l'autre en faisant des bêta-réductions, des bêta-expansions, c'est la même chose. C'est plus que égal. Hein, ça va être important, ils sont vraiment identiques, il n'y a pas de différence. Voilà. Et donc, le truc qui est marrant, c'est que arrive là-dessus, donc je ne suis pas sûr de l'enchaînement exact entre Church et Turing. Enfin, n'empêche que Turing arrive, il vient quelque part d'inventer ou de co-inventer ou de définir ce que c'est que le calcul. Qu'est-ce qu'on peut calculer? Donc on a la bêta-réduction, et donc là, à un moment, assez vite, ils se rendent compte d'un truc. Si je prends ce lambda terme-là, donc là c'est la partie un petit peu olé olé, on va prendre quelques minutes, mais c'est rigolo. Donc la fonction qui a x associe x appliqué à x. Alors qui le connaît, ça, juste pour voir? Vous êtes peu nombreux à l'avoir vu. Bon, ok, alors je vais l'appeler delta. Et là, maintenant, je fais delta appliqué à delta. Donc c'est ce truc-là, lambda x, x appliqué à x. Là, j'ai changé le nom de la variable liée, mais c'est la même chose, hein, lambda y, y appliqué à y. Je peux faire une bêta-réduction, il n'y en a qu'une seule. Hein. C'est ici, ça c'est la fonction, et là c'est l'argument. Donc c'est quoi? C'est le corps de la fonction, x appliqué à x, où je remplace x par delta. C'est quoi ça? C'est ça. Donc c'est delta delta, c'est la même chose. Ça se bêta réduit vers lui-même, donc on tourne en rond. Dire qu'on tourne en rond, à chaque étape on retombe sur nos pattes. Bon. Le truc qu'on peut faire, c'est si maintenant on change un tout petit peu le truc, on dit j'ai une fonction, une certaine fonction, une fonctionnelle grand F, et puis au lieu de dire lambda x, x appliqué à x, et x appliqué à x, le tout appliqué à f. Qu'est-ce qui se passe quand je fais delta prime appliqué à delta prime? Il va se passer en gros la même chose, sauf que j'ai un grand F qui a été rajouté devant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc? On peut faire beaucoup. Donc là, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais en gros, on va être capable de tout faire, parce qu'on peut écrire un programme récursif. Il suffit que grand F soit une fonctionnelle qui définit une fonction à partir d'elle-même. On peut définir en gros le letrec de ML avec ça. Et à partir du moment où on a ce truc-là... Excuse-moi, on va t'interrompre un petit peu. Est-ce que c'est possible d'avoir enregistré tout l'écran et pas juste... Si la ligne verte, c'est ce qui est enregistré dans la vidéo, Je ce sais serait pas. possible de régler juste ça. Ça dépend après de combien d'informations c'est pris en bas, mais là sur les deux dernières. Je suis pas sûr, je sais pas exactement.
c'était la question? Qu'est-ce qu'on voit sur les slides? C'est tout. Enfin, de mon côté, c'est tout bon. Hein. Bon, je contrôle. Voilà, Pas de soucis. on va espérer. Sinon, voilà. Alors, en gros, on a ce truc-là. Après, ils se sont rendus compte assez vite que juste avec les lambda termes, on peut coder des entiers. Donc, en gros, l'entier n, c'est la fonction qui prend x et f en argument et qui itère f n fois. Donc ici, 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Ça s'appelle les entiers de Church. Et en gros, avec le point fixe et ça, on arrive à écrire tous les algorithmes, écrire toutes les fonctions récursivement définissables ou toutes les fonctions calculables. En gros, on peut coder toute machine de Turing par un lambda terme. Et avec les... donc toute fonction calculable, tout algorithme est codable dans ce lambda calcul pur. Alors, bon, on peut dire c'est pas mal, mais en fait, ça va poser des problèmes de cohérence logique. Donc là, c'est la dernière partie de ce volume logique. Et il y a une remarque que je trouve quand même frappante, c'est souvent les formalismes, les grandes familles de formalisme logique, les premières versions, elles étaient mauvaises. Hein, ça montre bien que quand il y a une erreur, ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise. Au contraire. Donc la théorie des ensembles, on connaît l'histoire de Cantor, du paradoxe de Russell. Comme Michael l'a dit, la première version de la théorie des types de Martin-Löf, qu'on va utiliser ensuite, était aussi paradoxale. Et pour Church, le premier formalisme de Church était paradoxal. Parce qu'il utilisait et c'est lié au fait qu'on utilisait des lambda termes non typés. En gros, ce qui s'est dit, c'est que ces lambda termes, c'est quand même génial, je peux tout faire avec ça. Je peux l'utiliser pour les objets, mais pour représenter les propositions et aussi les ensembles. Après tout, les ensembles et les propositions, c'est un peu la même chose. Hein, donc en gros, l'idée, c'est quoi? T et U, donc vous pensez que c'est lambda terme, mais T appartient à U, c'est la même chose que T... je me suis trompé, c'est T vérifie la propriété U. Hein, donc c'est U appliqué à T. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Et du coup... Benjamin? Oui. Et dans les Principia de Russell et Whitehead, est-ce qu'on sait si on veut le prendre au pied de la lettre, est-ce qu'on sait si c'est consistant ou pas? Je pense pas qu'il y ait de paradoxe dans les Principia, qui s'appellent aussi théorie des types, mais qui sont une version théorie des types plus ancienne. En tout cas, ça m'étonnerait qu'il y ait le paradoxe de Russell, parce que c'est Russell. Mais... Encore qu'on ne sait jamais. Ouais. Non, pas que je sache, et en gros, par contre, dans ce truc-là, on peut faire le paradoxe de Russell. Parce que l'ensemble des x qui n'appartiennent pas à eux-mêmes, c'est quoi? C'est la propriété ne pas s'appartenir à soi-même. Donc c'est lambda x ne s'appartient pas à lui-même. Ça ressemble à quelque chose, hein. Du coup, cet ensemble R, appelé R pour Russell, R appartient à R, c'est quoi? C'est R appliqué à R. Et là, c'est le même lambda terme que tout à l'heure. Hein, ça se réduit vers quoi? Ça se réduit vers non, R appartient à R. Donc ça veut dire que cette proposition R appartient à R, elle est bêta équivalente, elle est vraiment identique avec non R appartient à R. Et à partir du moment où on a une proposition qui est identique à sa négation, là on a un paradoxe. Donc c'était paradoxal. Donc il a fallu changer quelque chose, et la réaction de Church, ça a été de passer au lambda calcul typé. Hein, donc là je peux aller plus vite parce qu'on en a parlé, mais en gros, quand on abstrait une variable, il faut donner un type, donc c'est une espèce de notion d'ensemble assez structurée. Hein, donc c'est type A flèche B, B c'est le type du résultat. Donc ça va assurer un certain nombre de choses, la terminaison du calcul. Donc on n'est plus Turing complet. Quand on a un lambda calcul typé, on n'est plus Turing complet, sauf si on rajoute le letrec, comme dans un langage de programmation. Et le formalisme de Church, avec toute petite modification, qui s'appelle la théorie des types simples, mais aussi Higher Order Logic, HOL, c'est toujours utilisé dans des systèmes de preuve effectivement utilisés. Hein, tous les systèmes qui s'appellent d'ailleurs HOL, HOL Light, des choses comme ça. Donc, Benjamin, oui. Du coup, en fait,
le problème originel dans le premier calcul, c'était qu'on pouvait appliquer tout à n'importe quoi. Enfin, oui, alors... Ça empêche d'appliquer x à x. Oui, oui. J'ai pas moi-même bien regardé dans les archives exactement qu'est-ce qu'on sait du paradoxe, est-ce qu'on a des brouillons, est-ce qu'il y a eu une première version, une publication de Church qui était paradoxale, ça je sais pas, mais c'est lié à ça. Alors, les types, ils reviennent sur le devant de la scène. Et alors là aussi, il y a un truc assez frappant. C'est Per Martinloff, là il est plus âgé qu'au moment où il a inventé cette théorie des types modernes. C'est pas un informaticien. Hein, et il va faire quelque chose, il va inventer un formalisme qui est très très informatique, mais pour des motivations assez différentes. Hein. Donc l'idée de la théorie des types modernes, on en a parlé un petit peu ce matin déjà, c'est que les propositions sont des types, et les preuves, c'est des objets de ce type. Donc T est de type A, ça veut dire T est une preuve de A. Mais il y a aussi des types qui ne correspondent pas tellement à des propositions, qui sont plus des types de données, comme les entiers naturels. Donc les preuves sont des objets comme les autres. C'est un des trucs assez rigolos. Hein. Et donc il y a cette vision fonctionnelle des preuves, c'est-à-dire qu'une preuve de A implique B, en fait c'est une fonction de A vers B. Ça prend une preuve de A, ça la transforme en preuve de B. On n'a pas trop besoin de ça pour la suite, mais c'est quand même marrant à voir. Une preuve de A et B, en fait A et B c'est le produit cartésien. Parce que les éléments du produit cartésien, c'est fabriqué par une paire avec une preuve de A et une preuve de B. Si vous prenez une preuve de A et une preuve de B ensemble, il y a une preuve de A et B. Et pour tout, c'est aussi une fonction. Ça, on va l'utiliser un petit peu. Une preuve pour tout x de type A, B, c'est une fonction qui prend une preuve de A, un objet de type A en argument et qui rend une preuve que cet objet vérifie B. Hein, donc ça généralise en fait la flèche. Sauf que l'objet X ici peut apparaître dans le coproduit. Et le dernier truc, c'est, ça on l'avait dit déjà, le A ou B. Il y a deux preuves canoniques de forme pour les preuves canoniques de A ou B. Soit une preuve de A avec un petit drapeau qui s'appelle I ici, qui dit que je suis une preuve de la gauche de A, ou une preuve de A ou B. Et une remarque, c'est qu'un formalisme comme ça, il est naturellement constructif. Hein. Donc ça se voit bien ici, parce que quand j'ai une preuve de A ou B, si je la bêta réduis, si je fais les calculs, ça va terminer, puis à la fin j'aurai soit ça, et donc je saurai si je suis dans le cas A ou le cas B. Et donc je serai donc c'est-à-dire qu'on est dans une logique qui est intuitionniste, où le tiers exclu n'est pas prouvable. Alors on peut le rajouter comme axiome, mais dans ce cas on perd la propriété de constructivité. Et aussi une preuve pour tout x, il existe y tel que ça, on peut voir ça comme un programme qui prend x en argument, qui rend y, avec en plus une preuve que x et y sont en relation. Mais ça, on n'en a pas trop besoin. Ce qui nous intéresse, et ce qui est assez remarquable, c'est que le langage des objets dans ce formalisme, c'est des lambda termes typés, et des lambda termes typés, c'est des programmes fonctionnels typés. Et en plus, on a un système pour créer des nouveaux types. Alors, chez Martinloff, au début, ce n'était pas aussi généralisé. Hein. Donc là, c'est pareil, on en a parlé. On peut définir les entiers naturels de manière très simple. Alors, ce n'est pas la manière la plus efficace d'un point de vue calculatoire, en disant c'est le plus petit type qui contient 0 et le constructeur successeur. Donc, j'ai 0, puis j'ai successeur de 0, puis successeur de 0. Et comme c'est le plus petit, il n'y en a pas d'autre qu'on a vraiment les entiers naturels. Et on peut là-dessus calculer. Hein, en faisant une analyse de cas. Donc là, on l'a déjà vu aussi, l'addition. On regarde si le premier argument, donc il faut faire un choix, hein, est-ce qu'on regarde le premier ou le deuxième. Si le premier, là on fait le choix du premier. Si le premier c'est 0, le résultat c'est le deuxième. Et sinon, on met un successeur et on a un appel récursif. Donc il y a une condition de terminaison qui fait sur les fonctions récursives, qui fait qu'on va toujours avoir des fonctions qui terminent. Et donc, au fond, les programmes de cette théorie, les objets dans cette théorie des types, hein, donc dans Roc, mais aussi dans Lean, quelque part, c'est une espèce de fragment de ML purement fonctionnel, avec une condition syntaxique pour garantir la terminaison.
Oui. Pardon, juste pourquoi tu avais appelé ça fix point? C'est la défi. Parce que c'est une fonction récursive. C'est pour dire, c'est pas moi, hein, c'est le fix point, parce que pour avoir le droit ici d'appeler récursivement la fonction. D'accord. Et fix point, parce qu'une définition récursive, c'est un truc de logicien. On peut voir ça comme le point fixe d'une définition. C'est relié à cette histoire du delta là, qui permet de recoder les fonctions récursives. Et donc le truc qui va nous intéresser, c'est la règle de conversion. Donc ça, c'est pareil, Michaela l'a dit, dans théorie des types, on s'en fiche un petit peu, mais en gros, c'est défini, il y a tout un tas de règles qui définissent dans quelles conditions un tel jugement est valide. Donc dans gamma, on a les axiomes. En fait, les axiomes, c'est des variables. Hein. Si je suppose, je fais une hypothèse H, j'ai une variable qui est de type H. Hein. Donc là-dedans, il y a des variables qui sont des axiomes ou des variables d'objets. Et donc ça, c'est T de type grand P. Et quand on peut voir P comme une proposition, c'est T est une preuve de P. Et le truc qui est important, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit, bon, ici, il faut que je garantisse que B est une proposition qui veut dire quelque chose. Et en gros, si j'ai une preuve de A, le même T, c'est aussi une preuve de B, à partir du moment où A et B sont convertibles par calcul. Donc c'est ce que j'ai dit au début. Les propositions A et B, elles sont identifiées, c'est les mêmes. C'est les mêmes objets qui sont les preuves de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui va être crucial. Parce que cette bêta-réduction, ça capture le calcul. Et rien qu'avec l'exemple du transparent précédent, 2 plus 2, c'est quelque chose que j'ai le droit de former, mais en plus j'ai le droit de calculer avec. Et 2 plus 2, ça se calcule vers 4. Donc 2 plus 2, est égal à 4, il est convertible à 4. Et à partir du moment où 2 plus 2 est convertible à 4, donc c'est ce que j'ai déjà dit, à partir du moment où 2 plus 2 est convertible à 4, la proposition 2 plus 2 égale 4, donc là c'est la proposition, hein, c'est le égal propositionnel. Ce truc-là, par congruence, c'est convertible à 4 égale 4. C'est la même que la proposition 4 égale 4. Alors le fait qu'on ait plusieurs niveaux d'égalité, c'est à la fois une force, mais aussi des fois c'est un petit peu, ça complique la vie dans les théories des types. Hein. Il y a des avantages et des défauts, mais là on ne va pas aller trop loin. Hein. Donc là, juste, on va utiliser cette remarque-là. Hein. Alors, là on écrit un tout petit peu de preuve. Là, on a la propriété de réflexivité sur l'égalité. Je ne dis pas comment elle est définie, mais peu importe. Mais ça veut dire que pour tout type A, x de type A, j'ai x égale x. Alors vous vous rappelez, le pour tout, c'est un truc qui prend un argument. Hein, ça veut dire que si je lui applique nat pour le type A, 4 pour le x, j'ai une preuve de 4 égale 4. C'est rassurant. Mais, comme on l'a dit, 4 égale 4, c'est la même chose que 2 plus 2 égale 4. Donc, là, j'ai prouvé 2 plus 2 égale 4 aussi. Non ? Puis, je n'ai pas prouvé que ça, j'ai prouvé aussi 200 plus 200 égale 400. Hein, de la même manière. Donc, ce n'est pas super impressionnant, mais on voit qu'on peut avoir des trucs assez compliqués qui utilisent pas mal de calculs. Hein, et ça, c'est ce qu'on va faire. Alors, là, c'est un calcul un peu gros. Les petits calculs qu'on fait dans des preuves, hein, j'aille vite. Je vais néanmoins faire une démo. Les petits calculs qu'on fait dans les preuves, hein, je voulais quand même faire un petit exemple tout simple. Voilà, alors, j'espère que vous n'avez pas trop peur quand vous voyez une fenêtre rock. Donc là, c'est les entiers. Vous voyez, j'ai défini le prédécesseur, là. D'accord, quand c'est 0, il faut que je choisisse quelque chose, prédécesseur de 0, je prends 0, mais sinon, j'enlève le successeur. Hein, donc si je fais... je peux vérifier le calcul, là, je prouve rien. Je dis juste eval compute près de 5. Donc 5, en fait, c'est successeur, 5 fois de 0. In. Il me dit bien 4. Ça marche. Ah non, il ne faut pas que je fasse trop. Bon, zut. Peu importe.
un truc qui est marrant, là, ce que je vais pouvoir montrer, en utilisant ça, c'est ce lemme-là qui dit, pour tout x et y, si successeur de x égale successeur de y, donc en gros, le successeur est injectif, alors x égale y. Donc tout ce que j'ai sur les entiers, c'est le schéma de récurrence et le calcul. Mais là, j'ai du calcul avec le prédécesseur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais bouger les trucs, là les détails, on s'en fiche un petit peu. Je mets ça au-dessus du contexte. Donc vous voyez que là, ce que je dois montrer, c'est x égale y, dans le contexte où x et y sont des entiers, et je sais que successeur de x égale successeur de y. Je suis embêté parce que j'ai une égalité sur successeur de x, mais dans la proposition, j'ai x. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un calcul à l'envers. Je vais dire remplace x par, c'est quoi x? C'est le prédécesseur du successeur de x. Alors il va me demander de prouver l'égalité ensuite. Hein, mais cette égalité-là, ça sera juste du calcul. Hein, et là, comment je fais maintenant? Là, je dois faire un petit raisonnement. Je dis, puisque successeur de x égale à successeur de y, on peut faire ce rewrite. Donc ça va remplacer successeur de x par successeur de y. Prédécesseur du successeur de y, ça se calcule vers y. Donc là, si je fais le simple, si je fais le simple, j'ai y égale y. C'est réflexif. Et l'autre, c'est aussi de la réflexivité. Hein, simple. Et là, j'ai fini. Donc le fait de pouvoir calculer, ça me permet de prouver des choses. Et très souvent, les calculs, alors c'est encore plus vrai, comme on l'a vu dans les preuves où il y a de la récurrence, hein, on fait un peu de raisonnement, un peu de calcul, et puis on reprend. Alors, ce dont je veux parler, c'est quoi? Des preuves calculatoires, des preuves où il y a beaucoup de calculs. C'est moche, là, je vais refaire le... Quand tu dis faire du calcul, c'est appliquer une fonction, c'est ça? On va voir. Ça dépend, hein, ça ne marche pas toujours, mais là, on va essayer d'appliquer des fonctions. Donc là, un exemple de... ça va apparaître, je pense, j'espère, sinon il faut reposer la question. Le fait que 7 est premier, c'est un peu un archétype de proposition mathématique. Donc après, si on regarde des grands nombres premiers, en 51, alors 1951, c'était le dernier qui était montré à la main, c'était celui-là. Donc il y avait 44 chiffres, on a montré qu'il était premier. La dernière fois que j'avais fait le transparent, le record c'était en 2018, on avait un nombre avec 24 millions de chiffres, puis l'année dernière, il y en a un qui a été trouvé avec 40, ou il y a 2 ans, avec 40 millions de chiffres. Donc il y a un progrès d'un nombre impressionnant d'ordre de grandeur entre ces dates, même si les gens des années 50 étaient sûrement beaucoup moins intelligents que nous. Non, évidemment non. La cause du progrès, c'est clairement l'ordinateur. Hein, c'est parce qu'on est capable de faire des calculs rapides. Néanmoins, si on avait donné des ordinateurs aux mathématiciens des années 50, ils auraient sûrement pu trouver vite des nombres premiers plus grands que ça, mais ils ne seraient pas arrivés à ce niveau-là tout de suite. Hein, parce qu'on avait l'outil, du coup, on a développé des mathématiques qui permettent de mieux l'exploiter, les courbes elliptiques, des choses comme ça. Et du coup, on arrive à trouver des grands nombres comme ça. Donc la question après, c'est un petit peu quel est le statut des preuves de propositions comme celle-là, qui reposent sur du calcul informatique. Hein, comment est-ce qu'on peut le croire quand on est logicien et un peu borné. Hein, ok, là on avait vu les trucs. Alors, un nombre premier. Alors pourquoi un nombre est premier? Si je veux montrer que 5 est premier, on peut raisonner, on peut dire c'est pas divisible par 2, pas par 3, pas par 4, pas par 0. Remarquez d'ailleurs, hein, même ça, déjà, il faut faire, en général, on fait un calcul hein, pour dire que 3 divise pas à 5. C'est pas tellement un raisonnement. Ensuite, les nombres plus grands, enfin ça c'est comment on le fait à l'école. Comment est-ce qu'on peut formaliser ça en ROC? Ça serait assez pénible. Ça serait assez pénible. La manière simple de prouver qu'un nombre est premier en ROC, c'est ça, c'est de dire, oui, mais en ROC, je peux écrire des programmes.
Donc je vais écrire un programme, c'est un programme fonctionnel, quelque chose qui est de type NAT fleshbool, puis qui va tester si le nombre est premier. Je peux le faire très naïvement, je peux essayer de diviser par tous les nombres, là, entre 2 et n-1. Puis je rends vrai si je ne trouve pas de diviseur. C'est trop long à faire. Ben, on va voir. Après, je peux prouver, là ça ne devrait pas être trop dur parce que c'est presque une définition d'être premier, mais que si ce programme rend vrai, à ce moment-là, le nombre est premier. Alors du coup, c'est quoi la preuve que 5 est premier, une fois que j'ai fait ça? Bah, test correction, ça me permet de prouver que n est premier, si je prends n égale 5, que 5 est premier, à condition que test de 5 soit égal à vrai. Et moi, ce que je dis, ben, ça, c'est une preuve. Ref le 2 true. Ref, vous vous rappelez, c'est le truc qui dit pour tout x, x est égal à x. Ben oui, parce que ref le true, c'est une preuve que true égale true. Mais par calcul, test de 5, ça va calculer vers true. Donc c'est bon. Donc la preuve est très petite. La preuve est très petite, mais on voit que le système de vérification de preuve, pour dire c'est correct, ça, il doit quand même faire le calcul à un moment. Hein, on n'a rien pour rien. Mais dans la vérification des preuves, en théorie des types, il y a un moteur de calcul. Alors, donc on doit calculer ça. Alors, je suis en retard, donc mais j'ai quand même juste montré que ça marche. Parce que j'ai fait ça, enfin je l'ai refait pour vous. Donc là, je l'ai fait vraiment en amateur, hein. Je suis parti de rien, j'ai défini être premier comme ça. Donc j'ai que l'addition et la division et la soustraction au début, et la multiplication, qui sont prédéfinis, j'ai même pas la division. Il y a 200 lignes à peu près, j'ai écrit, donc là je montre des trucs. Là, vous voyez, j'ai écrit la division, pareil, super naïve, hein, qui essaie de faire la soustraction par tous les nombres. Donc il itère la soustraction. Il y a 2-3 trucs. Là, il y a le truc, le programme de test qui fait un test F sur tous les nombres entre 2 et n-1. Après, le programme, il est où le test? Voilà, le test, ça c'est le truc, le test qui m'intéresse. C'est cet itérateur-là sur le test qui regarde si n est divisible par d, enfin si n n'est pas divisible par d. Là, j'ai fait des essais, donc là... Pardon. Là, j'essaie de diviser 11 par tous les nombres entre 2 et 10, et puis il me dit, ouais, c'est vrai. 1783, 1784, c'est false. Bah oui, c'est pas premier, 1784. Donc ça a l'air de marcher. Vous voyez que ça va... Alors, bien que l'algorithme est super naïf, que la représentation des nombres est pourrie. Ces nombres unaires, ils prennent une taille proportionnelle à n. Hein, c'est très très mauvais tout. Bah, finalement, ça va assez vite parce qu'on a un ordinateur moderne. Et il y a ce VM Compute dont je parlerai plus tard. Mais voilà. Et donc, en gros, après, je fais le reste de la preuve qui me dit, voilà, c'est ça qu'on voulait là. Donc, si test de S de n, donc quand j'essaie de diviser successeur de n par n, tous les nombres entre 2 et n. Si ça me rend vrai, alors je sais que successeur de n est premier. Et donc là, je vais montrer que 1783 est premier. Donc j'utilise ce lemme, ça veut dire qu'en gros, ce truc-là, ça va être utilisé pour prouver ça. Donc il va comprendre que n, c'est 1782. Et donc il va me rester à montrer ça. Voilà. Et là, je dis, bah, essaie de faire les calculs qu'il y a là-dedans. Donc c'est comme simple, c'est un simple un peu plus rapide, ce VM Compute. Et effectivement, ça serait écrit vers true égale true. Et donc, par réflexivité, c'est bon. Et j'ai montré que 1783 était premier. Et de 1999, ça marcherait aussi. Donc, on arrive à faire des preuves qui utilisent du calcul.
Mais comme je le disais, on veut aller plus loin, on veut faire plus. Hein, on veut peut-être pas réussir les nombres à 40 millions de chiffres, mais enfin, essayer de faire un peu mieux. Hein, on veut prouver des trucs dans ce genre-là. Donc là, évidemment, on ne va pas le faire avec des nombres unaires et avec un algorithme de division aussi naïf, mais il n'empêche qu'on a les armes pour importer dans notre système de preuve la technologie qui a été développée, soit d'un point de vue algorithmique, de représentation des nombres, et aussi mathématique, pour prouver des nombres, la primalité de nombres plus grands. Donc là, ce n'est pas des courbes elliptiques, c'est un truc qui remonte à... C'est ce qu'on avait utilisé avec des collègues, hein, ça remonte aux années 2000. Le théorème de Pocklington, mais c'est un théorème qui permet de... Donc j'ai certains transparents qui sont en anglais, qui donne une condition suffisante pour la primalité. Hein. Donc on sait qu'un nombre n est premier quand on a... Ça c'est quoi? C'est une décomposition partielle en facteurs premiers de n-1. Hein, il faut qu'on arrive jusqu'à racine de n avec ce truc. Et puis on a ces conditions-là, là et là, sur ces trucs-là. Donc ça a été prouvé. Et on dit en général que ici, donc les différents nombres qui interviennent, les A, les facteurs PI, alpha I, c'est ce qu'on appelle un certificat de Pocklington pour n. Pourquoi ça? Ben, essentiellement parce que vérifier ces conditions-là, c'est pas complètement trivial, mais c'est beaucoup plus facile que de les trouver. Il a un mot d'excuse, ne vous inquiétez pas. Que de les construire, que de les trouver. Donc, du coup, on a un plan. Hein, on veut utiliser le théorème de Pocklington, donc il faut le prouver en ROC. Donc ça avait déjà été fait en 2001. À l'époque, ça s'appelait COC, mais par Martin Oisdijk et Olga Caprotti. Et ensuite, il faut définir ce que c'est que ces certificats. Le test qu'on avait tout à l'heure, cette fois, il va être plus malin et plus complexe. Et il va prendre en argument le certificat, n et le certificat, mais il va quand même dire oui, c'est un certificat correct. Il va vérifier les conditions du transparent précédent. Il faut montrer qu'il est correct, montrer qu'il vérifie bien les conditions du théorème de Pocklington, et après c'est bon. Hein, on est quasiment dans la même situation qu'avant. Si, il nous faut quand même construire des certificats. Mais les certificats, pour le coup, on va les vérifier en ROC, donc on peut les construire, tous les coups sont permis. On peut le faire en C, en utilisant les bibliothèques numériques, les trouver sur le web, etc. Et une fois qu'on a fait ça, normalement on appuie sur le bouton et tout marche. Alors, il y a des trucs un peu rigolos, mais là je vais passer assez vite là-dessus, sur comment on définit les certificats, mais en gros, on va vraiment construire le programme fonctionnel, il y a des NUplay, comme ça. Après, il y a un truc assez amusant, qui sont que les pays, là, les facteurs premiers, il faut eux-mêmes montrer qu'ils sont premiers, pour que ça marche. Du coup, on va rajouter des certificats pour ces nombres, puis après, on s'est rendu compte que si ça branchait, on avait des certificats qui arrivaient en double, en triple, etc. Donc en fait, on a tout aplati. Donc en gros, on a une espèce de liste comme ça de NUplay. Et là, 127, par exemple, il apparaît. Et voilà, les nombres qui apparaissent ici, il faut qu'ils aient tous un certificat ensuite. Donc ça, c'est un petit certificat. C'est une espèce de mini base de données de certificats. Et ça marche. Donc ça, c'est les définitions ROC. Il y a un truc, si vous regardez les conditions, vous voyez qu'il y a des gros nombres, hein, il y a des puissance n-1, ou des choses comme ça, mais c'est toujours modulo n. Donc en fait, il faut rajouter des trucs qui calculent modulo n pour que ça marche assez vite. Et les certificats, là, c'est utilisé, c'est Benjamin Grégoire qui avait fait ça, des programmes C, des bibliothèques numériques. Donc ils sont fabriqués, ça fabrique des fichiers qui sont importés dans ROC, et du coup, ce truc-là, ça a été vraiment prouvé. On est sûr de ça. Ça a été prouvé en ROC. Qui s'appelait COC avant, quand j'avais mis ce petit gag-là. Alors, depuis, comme je disais, hein, ça date des années 2000, donc quelque part c'est obsolète, mais le principe reste valide. Hein. On a une possibilité de calculer dans le système, de prouver des choses sur les programmes, puis d'utiliser la combinaison du calcul et de cette preuve de correction, et d'importer des choses comme les mathématiques. Donc, pour que ça marche bien, il faut avoir une représentation efficace des entiers dans ROC. Donc les bonnes représentations de nombres, alors, les flottants, là c'est des entiers, mais les flottants c'est la spécialité de Michaela justement. Hein. On a intégré, donc là je ne vais pas avoir le temps de mentionner ça,
pourra peut-être en parler, mentionner ça plus demain, la compilation dans Rock, c'est-à-dire que pour exécuter les programmes plus rapidement, on a les termes Rock qui sont gardés sous forme source, là comme on les écrit, mais ils sont aussi compilés vers une machine qui les exécute efficacement. Et puis par ailleurs, on peut importer des résultats mathématiques plus modernes, hein, comme sur la primalité, comme les courbes elliptiques. Donc Laurent Théry, Guillaume Manrot, ils ont fait des choses. Et donc on arrive à aller plus loin. Alors, il me reste un petit peu de temps pour parler d'autre chose que les nombres. Donc quelque part, on est content de ça, mais finalement on peut dire oui, les nombres premiers, l'énoncé, il est tellement calculatoire que ce n'est pas super étonnant. Et après, si on veut embêter les mathématiciens, on peut dire bah oui, mais il y a des fois, il y a des résultats qui n'ont pas l'air calculatoires, et ben si vous n'avez pas d'ordinateur, vous allez être embêté. Et il y a deux exemples pour ça, le théorème des quatre couleurs et la conjecture de Kepler. Et dans ces deux cas-là, c'est intéressant parce qu'il y a des mathématiques et des programmes qui sont un peu ad hoc, qui peuvent être assez complexes dans les deux cas. Et il y a un problème à l'interface des deux, pour vérifier, pour s'assurer, bah oui, est-ce qu'on est vraiment sûr du truc. Et il y a vraiment une question de standard de vérification. Alors ce qui est assez amusant, c'est que les quatre couleurs, ça n'avait pas été trop contesté à l'époque. Par contre, la preuve de la conjecture de Kepler, Thomas Hales a eu des problèmes. Alors la conjecture de Kepler, c'est quoi? Donc ça a été énoncé en 1611. Alors Kepler ne l'avait pas vraiment énoncé comme une conjecture, mais en gros ça dit si vous avez des sphères de même diamètre, là comme les oranges, vous les rangez de la manière la plus compacte possible, bah, les manières intuitives, c'est les bonnes. Donc les manières intuitives, ça donne ça c'est facile à calculer, enfin pas trop dur, que c'est cette densité de pi sur racine de 2, et qu'on ne peut pas faire mieux. En tout cas, qu'on a une infinité d'oranges. Donc ça a résisté très longtemps aux efforts des mathématiciens. Et donc, en 1998, quand Thomas Hales, professeur à l'université de Pittsburgh, a annoncé sa preuve, il a présenté 200 pages de mathématiques non triviales. Hein, c'est de la géométrie, là je serais absolument incapable de l'expliquer. Évidemment, ça a été un gros truc. On s'est mis à le vérifier tout de suite. Et il a eu du mal à faire reconnaître sa preuve par la communauté mathématique. Il y a des relecteurs. Après un an, ils ont dit on est à 99% sûr que c'est bon, mais il y a ces programmes informatiques et là, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et plusieurs années après, ils en étaient au même point. Alors, il a fini par réussir à publier son truc, mais ça l'avait quand même échaudé. Comme il avait entendu parler de la formalisation des quatre couleurs, il a entamé un grand effort de formalisation de sa preuve, FlySpec, Formalizing Kepler, avec toute une équipe. Il a passé 10 ans, à peu près. Et ça a été terminé en 2014. Il y a eu une preuve formelle, donc en HOL Light, de son théorème. Alors, qui est donc le théorème de Hales maintenant. Alors, juste pour donner une idée, parce que je trouve que c'est amusant, ça, c'est un des exemples de trucs qui sont vérifiés par ordinateur. Donc vous voyez que c'est des trucs qui sont... Il y a plusieurs milliers de lemmes comme ça. Et il n'y en a pas autant que ça. Donc il y a 6 variables parce que ça correspond à des volumes. Mais à chaque fois, ça a beaucoup de variables, ce qui complique un peu le truc. Mais on voit que c'est des trucs qui sont... ça ressemble à des maths app. Hein, ce n'est pas des maths fondamentales, là. Hein. On va utiliser un bon algorithme d'optimisation assez rusé qui va réussir à montrer que ce truc-là, c'est toujours en dessous de ça. Pas de beaucoup, hein. Il y a des fois, c'est assez serré, mais ça passe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut formaliser la preuve, bah, on est obligé de prouver la correction d'algorithmes d'optimisation, d'algorithmes de mathématiques appliquées. Donc là, il y a un truc, un peu une espèce de renversement, tout qu'on utilise des mathématiques appliquées pour montrer des choses de mathématiques qu'on perçoit comme très, très fondamentales. Alors l'autre exemple, oui? Avec l'IA, on pourrait faciliter la construction de ces lemmes. Je connais trop mal la preuve pour répondre là-dessus. Mais en principe, j'imagine que oui. Enfin, au moins pour des choses, ça pourrait, pour d'autres choses du même ordre, après pour autant qu'il y ait des choses du même ordre, mais ouais. Globalement, l'idée de faire discuter ou interagir une IA imprécise avec un système de preuve précis, mais de manière plus complexe, où il y a un vrai aller-retour, je pense que c'est quelque chose qui se fait encore assez peu aujourd'hui, mais qui risque d'être assez
important dans le futur. Alors, je vais donc parler un petit peu du théorème des 4 couleurs. Donc là, on ne va pas parler de formalisation pour l'instant, c'est juste, on va faire des maths un peu rigolotes. Donc le théorème des 4 couleurs, vous le connaissez, quand on a une carte planaire, il y a toujours moyen de la colorier de manière à ce que deux régions qui ont une frontière commune, pas juste un point, aient une couleur différente. Donc ça a été remarqué puis conjecturé en 1852 par un géographe qui connaissait des mathématiciens comme De Morgan, celui des lois de De Morgan, et puis ça a fait son chemin, ça a été publié. Et puis en gros, n'importe qui, moi je me rappelle comment ça s'appelait ? Jeux et stratégie, j'avais vu ça la première fois quand j'étais gamin, on a tout de suite envie d'essayer de le montrer. Donc plein de gens essayent, il y a toujours des gens qui trouvent des preuves qui sont fausses. Ou peut-être pas, peut-être qu'il y en a une qui est vraie, mais... Bref. Et puis en fait, en 1879, ça a été prouvé. Et puis en 1880, il y a une autre preuve. Sauf que 10 ans après, on s'est rendu compte que l'une puis l'autre était fausse. Donc du coup, c'est resté ouvert assez longtemps. Il y a un certain nombre de constructions qui ont été développées, d'idées, dont on va parler un petit peu. En particulier, Wolfgang Hirsch a été important pour l'histoire d'inévitabilité. Et le gros truc, c'est en 1976, Ken Appel et je crois qu'il s'appelle Wolfgang Haken ont dit, bah voilà, on l'a prouvé. Et à l'époque, c'était quand même choquant. Ils utilisaient l'ordinateur, 1200 heures de calcul sur un ordinateur de l'époque. Ça coûtait cher. Évidemment, aujourd'hui, il faudrait beaucoup moins de 1200. Il faut beaucoup moins de 1200 heures. La preuve a été raccourcie et nettoyée, rendue plus propre en 1995. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Robertson, Sanders, Seymour, ils ont pu faire une preuve plus courte parce qu'ils avaient des ordinateurs plus puissants. Donc, ils ont pu réussir à trouver un truc dont la vérification, ils ont trouvé un meilleur certificat, si on veut, pour parler un petit peu en terminologie Pocklington. Et donc, ça a été formalisé en 2004, enfin, ça a été terminé en 2004 par Georges Gontier, que j'ai aidé, en coq. Alors, ce que je propose de faire, c'est parler un petit peu de la preuve aujourd'hui. En fait, je vais montrer la preuve fausse de Kempe. Et puis, demain, on regardera les principes de la preuve vraie. Et là, on verra le calcul qui arrive. Donc, pourquoi le calcul dans cette preuve? Alors, en fait, on aura la réponse demain seulement. Mais c'est quand même amusant. Donc, à la base, on a assez vite compris que c'est un problème de coloriage de graphes. Donc, chaque région, on met une capitale. Quand il y a une frontière commune entre les deux régions, on a une arête. Et donc, on veut colorier les sommets avec 4 couleurs, de manière à ce que 2 sommets qui sont voisins ne sont pas de la même couleur. Alors, la première remarque, c'est de dire que on va s'intéresser tout de suite au cas le plus difficile. On a mis le maximum d'arêtes. Et un maximum d'arêtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les faces, donc les faces, c'est les régions là, sont triangulaires. Donc là, il suffit de rajouter des arêtes. Dès qu'il y a une face qui n'est pas triangulaire, on rajoute une arête ou 2 dedans. Donc là, je rajoute des arêtes partout. Alors là, il n'y a plus que des triangles, sauf la face extérieure. Donc ça, c'est une quasi-triangulation, ça va être important. Et du coup, l'extérieur, je rajoute aussi des trucs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 3. Encore une, voilà. Là, à l'extérieur, c'est un triangle, enfin c'est un truc qui a 3 arêtes. Donc on peut considérer uniquement les graphes triangulés. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'une fois qu'on a le graphe triangulé, ça va nous donner un point d'attaque pour le coloriage. Et l'idée va rester vraie, la preuve de Kempe, elle est quand même... Donc on est dans des graphes qui sont planaires. Donc on a la formule de l'air qui relie le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces. Là, c'est quand il est connexe, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Et quand le graphe est triangulé, on a un rapport entre le nombre de faces et le nombre d'arêtes. Chaque face voit 3 arêtes, donc 3 demi-arêtes. Et un petit calcul nous montre que le nombre d'arêtes, c'est 3s moins 6.
Et du coup, on arrive à la conclusion que, comme chaque sommet voit... Enfin, chaque arête est vue par 2 sommets, on a strictement moins de 6 voisins en moyenne. Donc, il y en a au moins un qui a strictement moins de 6 voisins. Et c'est là qu'on va attaquer le truc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le graphe, on trouve le sommet qui a le moins de voisins, on l'enlève, on colorie le reste du graphe par hypothèse de récurrence, éventuellement on retriangule, mais... Et puis ensuite, on regarde, est-ce qu'on arrive à colorier le sommet qu'on a rajouté, qu'on avait enlevé. Alors, si ce sommet, il a 1, 2 ou 3 voisins, c'est bon, parce que il voit 3 voisins, donc il voit 3 couleurs, là, il y en a au moins une 4e qu'on peut mettre. Alors, il reste 4 et 5 voisins. Donc, on va regarder les 4 voisins. Donc, on enlève le sommet, on colorie le reste. Qu'est-ce qui nous pose problème? C'est quand il voit les 4 couleurs. Dans tous les autres cas, on sait colorier. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On va regarder les composantes bicolores connexes. Pas très compliqué. Là, vous voyez que ici c'est jaune, qu'en face on a rouge. On va prendre tous les points ici qu'on arrive à atteindre à partir du jaune par un chemin qui est jaune-rouge. Et pareil ici. Alors, 2 possibilités. Soit ces 2 oreilles sont connectées, soit elles ne le sont pas. À l'intérieur de la composante, on peut inverser jaune et rouge. Ça reste bien colorié. Donc, si elles ne sont pas reliées, on inverse jaune et rouge dans l'un des 2, parce que sinon on a perdu. Donc, comme ça. Et du coup, on peut mettre... Pardon. Ah, catastrophe. Du coup... Il ne faut pas trop bouger quand on parle. Voilà. Du coup, je peux mettre jaune au milieu. Donc là, ça va. Par contre, si elles sont reliées, là, si j'inverse jaune et rouge, je vais avoir rouge ici, mais jaune ici. Ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On est planaire. On est planaire. Quand on est sur un tore, il faut plus de couleurs. Alors, il y a un truc très drôle, c'est que les théorèmes, c'est pas 4 couleurs, mais sur des surfaces de genre supérieures, il faut plus de couleurs. Mais alors là, les preuves elles marchent. On sait le prouver sur le papier. C'est vraiment pour le plan que c'est compliqué. Donc, on dit, oui, mais du coup, j'ai pas de chemin jaune-bleu entre ça et ça, parce qu'il faudrait que je coupe là. Donc, du coup, je prends la composante bleu-verte ici, ou là, j'inverse les 2, et du coup, j'ai libéré le vert, et c'est bon. Donc ça marche. Que si c'est connecté, les autres couleurs, elles ne le sont pas. C'est ça que comprends. Ouais. Donc ça, c'est bon. C'est bon. Et le fait est que la preuve fausse de Kempe, on peut la sauver en la dégradant en preuve du théorème des 5 couleurs. Alors l'erreur de Kempe, elle est marrante. Donc on a 5 voisins et on a les 4 couleurs. Donc c'est un truc de ce genre-là. Par symétrie, on peut se ramener à ce cas-là. Alors que dit Kempe? Il dit premier truc, on regarde s'il y a un chemin jaune-vert, bleu-vert entre ça et ça. S'il n'y en a pas, on inverse l'un des 2 et c'est bon. S'il y en a un, on va regarder s'il y a un autre chemin bleu-jaune cette fois entre le bleu et le jaune. S'il n'y en a pas, on inverse et c'est bon. On va inverser le jaune pour éviter de casser le vert. Là. Et là, si on est dans ce cas-là, il dit « Ah ah !» Pardon, ouais. C'était quoi les hypothèses pour choisir bleu et vert au début? Il fallait qu'elles ne soient pas consécutives? Oui, c'est les 2 couleurs. On prend le bleu. Le bleu, tu vois que tu as chaque couleur, tu as 4 couleurs, d'accord? Donc il y en a 2 qui sont de la même couleur. Donc tu regardes le bleu qui est celui qui est entre les 2. Ok, celui qui est entre les 2 autres de même couleur. Ok, d'accord. C'est ça la symétrie. Ok. Et alors là, qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, mais là, mes oreilles, là, je peux regarder la composante rouge-jaune. Elle va être enfermée dans cette oreille bleue-verte. Ici, je peux regarder la composante rouge-verte qui est enfermée dans cette oreille bleue et jaune. Je peux inverser, là et là.
Et puis du coup, j'ai récupéré le rouge. Très joli. Donc ça, c'est la preuve fausse. Où est-ce qu'elle est fausse? C'est vache, hein. C'est qu'il n'avait pas pensé que les oreilles, là, elles pouvaient se recouper. D'accord? Là, vous voyez que le bleu jaune, il passe, au lieu de passer, comme on pense naturellement, de ce côté-là, ben, il passe là, l'autre, il passe de l'autre côté, ici, il y a un bleu. Et après, j'ai du mal, mais de toute façon, c'est pas grave, parce que de toute façon, je n'aurai pas le temps, à bien expliquer les erreurs, mais en gros, les inversions qu'on a faites, là, sur les rouges, il y a un moment, ça va rater. Ça va foirer. Donc ça ne marche pas. Donc on arrive, si on se ramène à, si on dit 5 couleurs, ça suffit, on a droit à 5 couleurs, on s'en tire. Mais ça rate, et donc il y avait un contre-exemple de Hewood qui montre que vraiment on ne peut pas sauver cette preuve. Alors, on peut la sauver, mais c'est quand même plus compliqué. Donc là, c'est le début des preuves correctes. Et donc, c'est cette idée d'inévitabilité. Alors, en gros, ça, c'est pas formel comme ça dans la preuve, mais l'idée, c'est qu'au lieu de regarder le sommet qui a le moins de voisins, on regarde celui qui a moins de voisins de distance 2. Et là, il y a beaucoup de cas possibles. Mais c'est une combinatoire qu'on arrive à faire à la main. On va être capable d'identifier un nombre fini de configurations pour ces voisins. Donc ça, c'est quelques configurations. Ça, c'est dans l'article de 95. Donc là, les sommets, ils sont écrits de manière un peu différente, des points noirs, des points blancs, etc., ce qui correspond au nombre de voisins. Et en fait, dans la preuve de 95, il y en a 633. Dans la preuve de 76, il y en a 1400. Mais on peut montrer que ces ensembles sont inévitables. Qu'en gros, on a soit l'un de ces cas-là, ou alors éventuellement dans des cas qu'on sait trivialement résoudre, enfin facilement résoudre. Un petit peu comme le cas des voisins 4, par exemple. Et le truc qui est amusant, en 76, on a dit, bah oui, il y a 1400 cas, donc il fallait l'ordinateur. En fait, c'est pas du tout ça. Les 1400 cas, surtout en 76, ils ont été construits à la main. Et Ken Apple, son fils, s'appelle Andrew Apple. Il est professeur d'informatique à Princeton, aujourd'hui. Il était adolescent à l'époque. Il a dû participer là, à l'élagage des cas sur la table de la cuisine à l'époque. Donc 1400, c'est beaucoup, mais ce n'est pas ça qui est vraiment beaucoup. Hein. Ce qui va vraiment être beaucoup, c'est l'opération de recoloriage qu'on a fait. C'est-à-dire ce raisonnement qu'on a fait sur les trucs avec les 4 voisins. Si c'est comme ça, je recolorie comme ça, comme ça, comme ça. C'est là qu'il va y avoir une combinatoire énorme. C'est-à-dire que juste traiter un seul de ces cas-là, en particulier les cas qui arrivent après, qui sont plus gros, ben ça prendrait un temps qui serait plus grand que d'écrire toutes les maths qui ont été faites jusqu'à maintenant. Enfin bon, il y a des comparaisons un peu comme ça. Voilà, donc c'est là qu'arrive le calcul. Donc j'espère que ça restera un petit peu frais dans nos têtes demain, parce qu'on va s'arrêter ici. Et du coup, on finira la preuve des 4 couleurs. Je dirai 2-3 mots sur la formalisation, et puis après je montrerai l'interface de preuve. Voilà, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, plein de questions. Chacun un des deux. Sur les choses qu'on a démontrées, là, sur les 2 exemples que je vous ai donnés, il y a un exemple qui a été fait en HOL et l'autre qui a été fait en COC. Est-ce qu'il y a une raison d'utiliser plutôt HOL ou plutôt COC? Alors, en fait, tu mets le doigt sur un truc où parce que le discours, et c'est vrai, Coq est mieux armé pour les calculs que HOL, et il n'empêche que ils ont préféré le faire en HOL pour diverses raisons, parce que il y a pas mal d'analyses qui avaient été formalisées en HOL, parce que je crois qu'ils connaissaient John Harrison, des choses comme ça. Et du coup, je pense que ça met plus de temps à être vérifié en HOL, mais enfin, n'empêche qu'on a la preuve en HOL et ça passe. Oui, vous avez dit que le lambda calcul, quand on rajoute le
Ouais. c'est plus Turing complet, Ouais. sauf si on rajoute la récursivité. Ouais. Mais ça, est-ce qu'on peut le faire dans le formalisme du langage des calculs ou pas? La récursivité. Dans le formalisme de Rock, hein. Est-ce que dans le langage des calculs, on peut exprimer le fait qu'il y ait l'auto-application tout en ayant le simplement typé? Quand on est dans le lambda calcul simplement typé, on ne peut plus appliquer x à x. Donc on ne peut pas faire de point fixe. Donc en lambda calcul simplement typé, en fait, on peut construire assez peu de programmes. Dans la partie de la théorie des types que j'ai montrée, juste en ayant ce récurseur sur les entiers, sur les listes et sur des choses plus complexes, on peut déjà faire beaucoup de choses. Mais par contre, finalement, c'est pas tellement des fois, ce qui en pratique est un petit peu agaçant, c'est pas tellement des questions de calculabilité, du genre telle fonction, elle est juste pas définissable. Parce que les fonctions qui sont pas définissables, c'est les fonctions qui grandissent extrêmement vite. Et à la limite, on peut faire des trucs pour calculer quand même. C'est que des fois, ça nous empêche de définir les fonctions d'une manière aussi simple qu'on aimerait. Donc quelquefois, on est un peu embêté par ce truc-là. Après, il y a des versions de types qui sont assez complexes. On peut quand même écrire x appliqué à x dans certains cas, mais n'empêche que ça va quand même terminer. Donc là, on rentre dans des trucs logiques un petit peu poussés et qui finalement ne sont pas le truc le plus important. Donc ça veut dire que le letrec en OCaml, il est quand même défini dans un système de type où c'est cohérent. Alors, un formalisme qui permet le letrec de OCaml, il nous permet de devenir Turing complet. Mais on en a besoin pour ça. On a besoin d'avoir le letrec. Ou alors des fois on peut tricher aussi à certains types un peu bizarres. On peut faire des constructions pour retrouver le letrec. Mais bon. Donc l'intérêt du système de type pour un langage de programmation comme OCaml, c'est pas de garantir la terminaison, puisque justement on veut pas la terminaison. Enfin, on aimerait bien avoir un langage où on peut écrire tous les programmes qui terminent et pas les autres, mais ça n'existe pas, le problème de l'arrêt indécidable. Donc il garantit d'autres choses. En gros, il nous permet d'exécuter les programmes efficacement, de compiler sans avoir des erreurs d'exécution bizarres, des segfaults ou des choses où on pense qu'on a un entier, en fait on a une chaîne de caractères et ça fait n'importe quoi. C'est plus à ça que ça sert. Okay. Mais c'est une bonne remarque. Ouais. Plus éloigné, ouais. Mais les types en langage de programmation, finalement, sont introduits pour d'autres raisons qu'en logique. Bien, y a-t-il une autre question? Moi j'ai une question sur la chance. Oui, le langage de Coq, ça ressemble à du OCaml, mais est-ce que c'est indépendant? Est-ce que c'est développé indépendamment ou bien c'est le même noyau qui est fait en même temps? Alors non, c'est pas le même noyau, et c'est assez amusant parce que les deux ont été développés dans la même équipe, et l'un pour implémenter l'autre. Alors par contre, ce qui se passe dans le cas de Lean, alors c'est un petit peu... eux, ils disent c'est le même. On utilise le même langage, et sauf qu'il y a une condition de typage plus stricte pour les termes Lean qui sont vus comme des termes de preuve, et ceux qui servent à implémenter le langage. Alors du coup, je pense que ça simplifie certains trucs d'implémentation, mais cela dit, c'est une publicité qui est un petit peu, je ne sais pas si elle est mensongère, mais on m'a dit que c'est un peu exagéré, parce qu'en fait, on pourrait penser que du coup, Lean est plus rapide que Rock, alors qu'en fait, il est plus lent. Il est bootstrappé, il est écrit en ligne. Il est présenté comme bootstrappé, ouais, il est présent. Ouais, il est bootstrappé, ouais. Le Lean 4. Ouais. Le Lean 4, donc, Hmm. il y a eu un début en C, et après ils ont toujours développé en ligne. Ouais. Mais il y a deux niveaux de typage, du coup. Il y a un typage fort pour les termes qui sont vus des termes preuves de Lean ou des objets Lean, et puis un typage plus restreint où on a droit au letrec pour la partie qui écrit le prover. Ok, on va s'arrêter. Je propose qu'on remercie une deuxième fois.